aucun membre des équipes, aucun cadre de la Sénat ne dispose donc des documents qu'ils ont manipulés et la Sénat n'a notifié ces documents à aucun tiers. Donc, ni aux partis politiques, ni à autre personne, autant morale que physique. Ces documents sont dans des cantines fermées, dont un commissaire a les clés et un autre commissaire a les cantines. Qui est le commissaire qui détient la clé? C'est le commissaire Freddy Mbouiti. Et qui est le commissaire qui détient la cantine? C'est la vice-présidente, Madame Okonagio Geneviève. Que la Cour nous donne acte de ce que le Parti de Renouveau démocratique a fait l'aveu devant elle d'un traitement de faveur que la Sénat lui a accordé. Un traitement de faveur qui lui a permis d'avoir accès aux documents frappés du sceau de confidentialité, un document frappé du secret des délibérations. Donc, la Cour ne peut pas vous donner acte de ce qui ne relève pas de ce qui devrait relever de sa propre analyse. Bon, de toutes les façons, ils ont dit devant tout le monde ici, dénonçant un traitement de faveur par rapport à d'autres formations politiques, ils ont occulté de dire à votre Cour qu'eux aussi, ils ont bénéficié d'un traitement de faveur de la Sénat. En tout cas, on tient compte de leur déclaration eux-mêmes. Ils ont eu accès à des documents auxquels nous, simples partis politiques n'ayant pas de faveur au niveau de la Sénat, documents auxquels nous n'avons pas eu accès. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le PRD a déclaré que le parti Moël Bénin n'a pas déposé une liste au niveau de la Sénat parce qu'il n'y aurait pas de mandat. Et que ce qui se trouve dans notre dossier, c'est une procuration que le secrétaire général m'a donnée. Nous avons fouillé toutes les pièces qui nous ont transmises. On n'a pas eu trace de cela. Donc, je demande à votre Cour qu'il lui plaise de demander au PRD de nous fournir ce document qui lui montre qu'il n'y a pas de liste de Moël Bénin. Pour que s'il n'y a pas de liste de Moël Bénin, il n'y a pas lieu de constater un doublon entre la liste de Moël Bénin et sa liste. Revenons sur ce point. Vous contestez le fait pour le PRD de dire que la procuration qui vous a été délivrée est irrégulière, c'est bien ça? Le PRD a dit qu'il n'y a pas eu de mandat du président, enfin vous notez bien les déclarations. Le PRD a été clair que je n'ai pas qualité pour présenter les candidatures de mes candidats, les candidats du parti Moël Bénin, parce que dans notre dossier, auquel ils ont eu accès, bien que scellé à la Sénat, il n'y aurait pas de procuration, que la seule procuration qu'il y a, c'est une procuration que le camarade secrétaire général B.O.C.F. Adia m'aurait délivrée. Donc, nous avons fouillé les documents qu'ils nous ont produits. On n'a pas eu trace de cette allégation. Donc, nous restons toujours dans l'attente de cela. Deuxième chose, la complétude de notre dossier. Nous l'avons remis à la Sénat. La Sénat a constaté devant nous, et de façon contradictoire, que notre dossier était complet. Et quand on dit qu'un dossier est complet, alors que la liste des pièces constitutives du dossier, dans cette liste-là, il y a des procurations. Si la Sénat dit que le dossier est complet, ça suppose que la Sénat a dû voir en face de nous ces procurations-là. Donc que le PRD nous fournisse également les éléments qui lui ont permis d'affirmer, de dire qu'il n'y a pas de procuration dans notre dossier. Et pour finir, nous avons constaté que pour le PRD, il n'y a qu'une seule liste qui soit valable, qui soit acceptable par la Sénat. Je constate avec votre Cour qu'au moment où, dans
dans tout le pays, nous parlons d'élections inclusives, que le PRD propose sa liste en plébiscite au peuple béninois. Il voudrait que la Cour puisse retenir cela. Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les distingués conseillers de la Cour, je pense que ce que j'ai entendu cet après-midi m'oblige à faire à nouveau appel à notre esprit de responsabilité. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jeu. Au-dessus de vous, il n'y a pas plus fort. Au-dessus de votre juridiction, il n'y en a pas d'autre. Au-dessus de votre décision, il n'y a rien d'autre après. Vous êtes garant du bon fonctionnement de notre institution. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de notre pays. Et donc, lorsqu'il s'agit de la gestion de l'élection de ceux qui doivent aller au Parlement, je pense qu'il s'agit quand même d'un enjeu majeur. Et lorsqu'on est devant votre juridiction, et qu'un problème se pose en ce qui concerne la gestion de cette élection-là, on doit l'éliminer sur aucun moyen. Nous devons tous citoyens, doivent pouvoir sortir tout élément possible pour contribuer à la manifestation de la vérité. Parce que vous êtes face à la nation. Vous êtes face à la nation. Alors, j'ai entendu dire des choses. Alors, il faut qu'on rétablisse à la fois la vérité et le droit. Qu'est-ce qui est confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas à la CIA? Monsieur le Président, vous nous l'enseignerez. Vous nous l'avez enseigné agrégé de droit. Ce qui est confidentiel à la Sénat, ce sont les délibérations de la Sénat. Les délibérations des conseillers, c'est ça ce qui est confidentiel. Et sur ce qui est confidentiel, mais vous l'avez à votre dossier. La délibération sur le compte rendu de la Sénat, vous l'avez à votre dossier. Voilà ce qui est confidentiel. Il n'y a rien d'autre de confidentiel. Tout le reste, c'est un travail administratif préparatoire à la décision de la Sénat. Pour cet acte administratif préparatoire, 2 équipes techniques ont été mises en place par un arrêté de la Sénat. Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. Monsieur le Président, 12 membres font partie de ces 2 équipes techniques. On va me dire que les membres de ces équipes techniques-là n'ont pas accès à ces documents qui ne sont qu'administratifs, préparatoires. Ce sont des actes préparatoires. Et tant que vous nous l'avez enseigné, la théorie des actes préparatoires, il y a un acte qui est préparé pour une décision qui finalement est prise. Cet acte préparatoire fait un récapitulatif parti politique par parti politique sur les observations qui ont été faites par les équipes techniques qui ont été mises en place. À partir du moment où ces observations ont été retrouvées, relevées, recopiées tout au long du processus, et que ce n'est que dans la décision qu'on ne les retrouve pas, cela relève d'une évidence. Qu'est-ce qui a permis de corriger les imperfections qui avaient été relevées dans l'intervalle? Or, vous nous l'enseignerez à la Sénat, une fois que vous avez déposé votre dossier, vous ne pouvez plus le compléter, vous ne pouvez plus en retirer une pièce, vous ne pouvez plus corriger. Et c'est pour cela qu'on nous demande à tous de faire un travail, et je reconnais que ce travail-là, pour certains, soit une cure d'amaigrissement, sauf pour moi. Mais je comprends, et c'est cela ce qu'il faut dire à votre juridiction. Si rien n'a été fait, et que lorsque nous sommes devant vous, les actes sont restés en l'état, alors je vous propose 2 choses, Monsieur le Président. J'ai déjà fait une proposition ce matin, je la renouvelle. Ceux qui comparaissent devant vous doivent être responsables. De quoi parlons-nous là? Est-ce que vous êtes saisi, Monsieur le Président? Vous n'êtes pas saisi de l'origine des documents.
de l'appréciation de l'origine des documents. Nous avons au PRD produit des documents en photocopie avec des signatures. En droit, vous l'avez appris. Un commencement de preuve par écrit est le document que l'on peut opposer à celui qui l'a signé. Alors je vous l'ai dit, Monsieur le Président, celui qui a comparu devant vous et qui représente la Sénat, il est là, il est vivant. Qu'il décline à nouveau son identité, prenez-lui sa carte d'identité, vérifiez sa signature, opposez-lui sa signature. S'il nous dit que ce n'est pas lui qui a signé, alors il y a débat. Mais si tant qu'il n'aura pas dit ça, que ce n'est pas lui qui a signé, alors ce document-là est authentique, puisqu'il a été nommé. Et le document, le titre de nomination, vous l'avez à votre dossier. Voilà ce que j'ai à dire pour vous. Ça, c'est la première proposition, qui est tout à fait claire. Deuxième proposition. Vous nous dites que vous ne reconnaissez pas ces documents-là. Ok. Très bien. Vous ne les reconnaissez pas. Mais moi, en ce qui concerne le PRD, vous les reconnaissez. Puisque dans la décision que vous avez devant vous, il y a une concordance entre les observations qui ont été faites par ces mêmes équipes techniques et le compte rendu que vous avez devant vous et qui a été produit par la Sénat. Ça prouve au moins que je n'ai pas volé. Ça prouve au moins que, en ce qui concerne les partis qui sont comparus devant vous, à l'exception donc notable de l'Union progressiste et du Bloc républicain, alors il y a une concordance. Alors pourquoi bizarrement en ce qui nous concerne, il n'y a pas en ce qui concerne ces deux autres partis, les observations qui avaient été faites ont miraculeusement disparu? Non? Voilà pourquoi j'ai parlé de traitement égalitaire. Donc la deuxième proposition est simple. Lorsque le représentant de la Sénat a comparu devant vous, il nous a fait une révélation dont je voudrais que vous nous donniez acte. Que tous les documents, tous les dossiers ont été déposés, enfermés dans une cantine chez la vice-présidente, dont la clé est détenue par un autre conseiller de la Sénat. Alors, oublions alors mes dossiers, oublions les pièces que le PRD a produites, il relève de votre impérium de président, mais aussi de juridiction. La plus haute juridiction de l'État. Je dis, mais donnez-moi ces cantines, je vais les voir. Les documents, puisque vous nous dites que les documents, ils sont. Alors, vous pouvez le faire, monsieur le président. Deuxième proposition concrète. Et en ce moment-là, tout le monde sera confronté à la réalité. Le PRD ne veut rien faire d'autre que de contribuer à la manifestation de la vérité. Les élèves sont nombreux dans cette salle, Monsieur le Président, et je me revendique toujours de mettre mon nom, mon patron de stade. Il m'a tout appris. Il m'a également appris que, et ça il vient de le répéter ici, j'aimerais simplement nuancer, que la décision de la Sénat n'est pas une décision qui est revêtue du secret des délibérés. D'autant que cette décision a été publiée et les décisions individuelles notifiées à chacune des listes ne fait que reprendre ce qui est là. Ce qui n'est par contre interdit de publier et relève du secret du délibéré, c'est tout ce qui a conduit à cette décision, dont notamment les actes préparatoires. C'est cela qui est déterminant. Républicain que j'assiste. Et en son nom, je voudrais remercier votre cour et son président de donner écho à cette question fondamentale qui en dit long sur les pratiques que les réformes ont voulu corriger. Écho parce que, surenchérissant sur les déclarations du représentant de la Sénat qui vous a dit que les documents sont protégés, et je sais qu'il est parvenu jusqu'à votre cour, qui connaît très bien toutes les dispositions de la République, que ces documents sont forcément couverts par le secret professionnel absolu, le secret des délibérations. Et que lorsque la Sénat dit que ces documents n'ont jamais pu être notifiés à qui que ce soit, en tout cas en ce qui concerne les pièces 9 à 22 telles qu'elles nous ont été communiquées,
ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème a un nom, je le répète devant votre cour, c'est une frustration frauduleuse. C'est qu'il n'y aura pas à supposer ces documents authentiques, bien qu'ils soient non opposables dans cette cause, il n'y a aucune démonstration qui ne puisse aboutir au fait que ces documents ont été illégalement soustraits et ne peuvent être reçus par votre haute juridiction qui doit, a priori, les écarter des débats. Ce qui est important, Monsieur le Président, au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est que, sans vouloir me mêler de ce qui ne nous regarde pas, puisque nous venons tout simplement pour solliciter la mise hors de cause du bloc républicain, c'est que certaines parties au procès confirment l'irrégularité par lesquelles et pour lesquelles elles auraient été sanctionnées. Pour ce qui nous concerne, et nous en tenons à cela, Monsieur le Président, au-delà des suites qui s'imposent pour le traitement de ces informations, le bloc républicain voudrait que ces documents soient à minima purement et simplement écartés des débats. Merci. Chaque dossier, à la suite de la mise en état, fait l'objet d'un rapport. Un rapporteur est désigné. Le rapport est présenté publiquement. À la suite de la présentation du rapport et de ses conclusions, les parties, soit par elles-mêmes, soit par leurs représentants, soit par leurs conseils, formulent des observations conclusives. Évidemment, ces observations conclusives n'excluent pas les échanges entre les parties lorsque nombreuses elles sont intéressées par un dossier. Nous allons donc procéder ainsi à l'occasion de la présente audience. Lorsque j'aurai évoqué chacun des dossiers, le rapporteur désigné va présenter les conclusions de son rapport et les échanges donc auront lieu. Nous invitons Monsieur le conseiller Azon, conseiller rapporteur, à nous présenter les conclusions de son rapport. Synthèse des prétentions témoignées. Le requérant expose que, par décision numéro 024/CENA/PP/PP/7/SP du 5 mars 2019, la Sénat a notifié au parti Noël Bénin le rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019, au motif que la dite déclaration ne comporte pas de procuration et que 3 de ces candidats, à savoir Amani Ilamini, Borga Yoko, Kialou Ouarando, se retrouvent aussi sur la liste du parti pour le renouveau démocratique PRD. Il affirme que le 26 février 2019, le parti Noël Bénin a déposé dans les délais légaux sa déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat et qu'en sa qualité de mandataire du parti, il a comparu, séance tenante devant la Sénat, pour la vérification conjointe par la Sénat et par lui-même de la complétude du dossier de candidature, à l'issue de laquelle un récépissé provisoire de déclaration portant un dossier complet de candidature et 17 de relevés d'observation lui ont été revenus. Le requérant soutient d'une part que lors des vérifications de la déclaration de candidature, la Sénat a bel et bien noté la présence des procurations sans lesquelles elle n'aurait pas contresigné le récépissé provisoire estampillé dossier complet. Et d'autre part, que les responsables du parti Noël Bénin ne peuvent mettre en doute la bonne volonté manifestée par les personnes présentées sur sa liste, qui sont toutes membres de leur coordination dans la 4e circonscription électorale et dont les noms se retrouvent sur la liste du PRD. Le requérant ajoute en outre que la déclaration du PRD traitant ces personnes de voyous prouve soit la bonne volonté de Noël Bénin, ou soit que le PRD ne les connaissait pas avant de les mettre sur sa liste. Selon le requérant, même si l'article 241 dispose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, la Sénat ne devrait pas rejeter la déclaration de candidature de son parti. Elle devrait se conformer à l'esprit de l'article 270 du Code électoral, dont les dispositions permettraient de comprendre le sens à donner à l'article 46 alinéa 4, qui dispose qu'aucun ajout ni suppression du nom et aucune modification ne peut se faire après défaut, sauf en cas de décès lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste.
De l'examen des pièces communiquées par le PRD à l'audience de mise en état du lundi 11 mars 2019, M. Ayadi Jacques, représentant du parti Mouel Bénin, a posé la question de savoir comment le représentant du PRD a-t-il pu avoir accès au dossier de candidature de Mouel Bénin qui devrait être placé sous scellé. Il en déduit que le PRD a bénéficié de la Sénat un traitement de faveur qui lui a permis d'accéder aux documents en principe classés confidentiels. En réponse, le représentant du PRD relève que le confidentiel est relatif aux séances de délibération et non aux documents qui en sont issus et que la haute juridiction n'est pas saisie de l'appréciation de l'origine des pièces. Il affirme que contrairement à Mouel Bénin, qui n'a que 7 mois d'existence, le PRD créé depuis près de 30 ans, a ses militants partout, dont 3 ont permis à Mouel Bénin de meubler sa liste et que ce dernier n'a ni mandat collectif, ni mandat individuel, donc ne peut prétendre avoir de candidat. Quant aux représentants de la Sénat, l'argument du parti Mouel Bénin, selon lequel son dossier de déclaration de candidature contient les procurations requises sans lesquelles il ne lui aurait pas été délivré de récépissé provisoire estampillé du dossier complet, ne peut guère prospérer. Car le récépissé provisoire est dérivé de façon précaire pour constater le dépôt et le contenu du dossier de déclaration de candidature et que lors de l'étude de recevabilité et de conformité de la déclaration de candidature du parti, il s'est avéré que le mandat produit par Mouel Bénin ne remplit pas les conditions fixées par l'article 268 du Code électoral qui dispose que, à défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative devant être produite par les candidats n'ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir aux signataires effectifs de la déclaration. Il poursuit que le mandat délivré à Yadi Jacques n'est seulement signé que de M. Bio Aguiar et qu'aucun des candidats restants n'a signé le dit mandat ni produit de procuration individuelle. Première observation concernant les procurations. Lorsque vous lisez la décision de rejet de la Sénat, cette décision est claire et sans équivoque. Votre déclaration de candidature ne comporte pas de procuration. Ça, c'est une phrase qu'il faut comprendre simplement. Alors, lorsque la Sénat écrit noir sur blanc que la déclaration de candidature ne comporte pas de procuration, alors que sur le récépissé provisoire estampillé dossier complet, cette même Sénat a coché les cases du point numéro 12 relatif aux procurations. Les cases oui, je voulais dire. Ça veut dire que devant nous, la Sénat a constaté la présence des procurations dans notre dossier. Autrement, elle n'aurait pas coché les cases oui. À moins que la Sénat fasse l'aveu devant votre juridiction qu'elle coche des choses dans la fantaisie. Et je pense que ce n'était pas de la fantaisie parce que c'était un travail contradictoire. J'étais là et les dossiers ont été vérifiés candidat par candidat. Si vous prenez votre cours et vous sortez le récépissé provisoire, vous allez bien voir que les 2 cases oui, première case relative au titulaire et deuxième case relative aux suppléants, ces 2 cases ont été cochées, comme quoi la Sénat a constaté devant nous la présence des procurations dans notre déclaration de candidature. Si en notre absence, la Sénat constate la disparition de cette pièce qu'elle a vue devant nous, alors cette disparition ne saurait être opposable à notre parti. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, lorsque vous rentrez dans le compte rendu des séances plénières des dimanches 3
lundi 4 et mardi 5, vous allez voir que dans un tableau intitulé « Vérification de la conformité », excusez-moi, je n'ai pas de notes, la Sénat a bien mis que notre dossier de candidature est complet, dont la plénière a aussi acté le fait que notre dossier est complet. Si le grief que la Sénat nous fait était relatif à une non-conformité de la procuration, on pourrait faire le débat. Mais lorsque la Sénat affirme de façon péremptoire dans sa décision que notre déclaration de candidature ne comporte pas de procuration, elle s'est dédite. Et nous ne voudrons pas l'accompagner dans cet exercice-là, qui n'honore pas la Commission électorale nationale. Relativement au doublon, nous avons expliqué devant vous que les 3 candidats que nous avons positionnés sur notre liste sont nos militants. Ça peut être prouvé. Sont membres de nos coordinations communales dans la 4e circonscription. Il y en a même qui est coordonnateur communal. Donc, en positionnant ces personnes-là, nous ne commettons aucune faute. Et la preuve que le PRD n'a pas de militants partout, c'est que le vice-président du PRD, en la personne de M. Joël Alagbé, est entré en négociation avec le parti Mouel Bénin le 8 janvier 2019 pour que nous puissions venir ensemble avec ce parti-là pour les aider à combler des vides dans nos circonscriptions électorales. Donc le PRD nous a fait l'aveu de n'avoir pas une représentation nationale. Comme nous avons de coordination communale à Peunko, à Kouandé et à Datitengu, c'est parce que nous avons refusé cette collaboration avec le PRD. C'est parce que nous avons refusé d'aider le PRD à remplir sa liste. Ils ont passé nos candidats pour les mettre sur leur liste. Je peux produire à la Cour les échanges que le PRD, à travers son premier vice-président, a eu avec nous pour que Mouel Bénin les aide à faire le remplissage dans les circonscriptions qu'ils supposent être les nôtres. Pour finir, relativement au doublon, c'est vrai qu'une disposition du code électoral dit que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Mais ce code ne précise pas la sanction qu'il faut donner aux partis qui ont présenté les mêmes candidats. Et lorsque on lit bien le code, la responsabilité est beaucoup plus portée sur le candidat. Autrement, le code aurait dit 2 différents partis n'ont pas le droit de présenter les mêmes candidats. Mais le code a pris la précaution de dire qu'aucune personne ne peut être candidat sur plusieurs listes. Donc, nous demandons à la Cour de bien vouloir prendre en compte la bonne foi du parti Mouel Bénin, qui non seulement a présenté les candidats qui sont ses membres et qui ne dispose pas de moyens pour aller consulter la liste des autres, pour savoir qu'un candidat qui lui a remis entre les mains tous ces dossiers qui comportent casier judiciaire, quitus fiscal et déclaration sur l'honneur, on ne peut pas savoir que ce candidat peut être sur notre liste. Mais nous souhaitons que la Cour puisse envoyer un signal fort au peuple béninois, dont la mentalité a besoin d'être réformée, en sanctionnant ces personnes-là qui, malgré leur déclaration sur l'honneur, ont pu remettre leur dossier à plusieurs parties. Et pour finir, l'article 270 du Code électoral, qui prescrit la modification des déclarations de candidature dans certaines conditions, où plusieurs partis présentent le même emblème, le même signe ou le même logo. Ce qui veut dire que
le fait de dire que qu'on ne peut modifier aucun dossier après le dépôt n'est pas absolu. Ce que nous comprenons dans l'esprit du code, c'est que les modifications ne doivent pas être à l'initiative des partis. Mais l'institution qu'est la Sénat ou votre juridiction peut, dans certaines conditions, comme le prescrit l'article 270, faire des réajustements. Parce qu'on dit que, bon, en cas de doublon entre les logos, le signe et les emblèmes, qu'on pourrait attribuer le logo au parti qui a déposé son dossier, le premier, ou bien l'attribuer au parti qui a démontré un usage antérieur de ces éléments-là. Donc, dans l'esprit du code, vous pouvez, et moi, Bénin, vous prie d'aller dans cette direction. Demandez que des ajustements soient faits pour ne pas éliminer des partis, jeunes partis comme 7 mois de vie, qui a quand même essayé de franchir les étapes que de grands partis n'ont pas pu franchir des étapes jusqu'à déposer, remettre un dossier de candidature, que ce parti soit frappé par le fait qu'un grand parti n'a pas de militants partout dans le pays, et ce grand parti fait recours à des militants d'un parti de 7 mois, et que, comptant sur nos militants qui sont indélicats, qui ont quand même remis leur dossier à ce parti-là. Le politique a parlé en décochant quelques flèches acerbes ci et là, mais je justifierai ma présence en rendant à votre juridiction un peu plus intelligible le discours, le plaidoyer qui a été celui de M. Ayadji, c'est-à-dire traduire en termes juridiques et en termes de contentieux électoral ce que le président du parti Moël tente d'obtenir de vous sans fraude. Et je prendrai évidemment appui sur les conclusions de M. le rapporteur qui n'a pas conclu, mais nous avons compris qu'il pointe de manière constante les irrégularités relevées à l'encontre de la liste de candidature du parti Moël. 2 irrégularités. La première, c'est qu'on reproche au parti d'avoir déposé une liste de candidature sans la signature par chaque candidat de sa déclaration de candidature ou sans la procuration requise à cet effet, la procuration supplétive qui devient essentielle, voire fondamentale, lorsque les candidats n'ont pas signé leur propre déclaration de candidature. Le deuxième reproche qui est fait à la liste Moël, c'est d'avoir présenté en doublon avec un grand parti de la place un certain nombre de candidats dans certaines circonscriptions. Sur le premier point, c'est-à-dire l'absence de procuration, bien que cela ait été dit de manière fort peu sympathique, je crois qu'il n'a pas échappé à M. Ayadji, en tout cas, il ne nous échappera ni à vous ni à moi, que le travail de la Sénat se fait en 2 étapes. D'abord la réception des dossiers, donc le récépissé provisoire, qui sanctionne la complétude présumée des dossiers déposés, et le travail de fond, c'est-à-dire le travail de dépouillement, si vous me passez l'expression, qui est fait et qui est sanctionné ou non par un récépissé définitif qui en principe rend éligible. Selon M. Ayadji, dès lors que le récépissé provisoire constatant le dépôt de dossier a été délivré par la Sénat, celle-ci est privée de revenir sur sa décision. Un peu comme s'il y avait un avantage acquis qui empêcherait la Sénat de faire le travail de fond. Nous allons nous éloigner de cette analyse qui peut être comprise lorsqu'on est politique, lorsqu'on est démocrate, mais qui prête à controverse lorsqu'on est en droit. Après un récépissé provisoire, puisqu'il est bien provisoire, le récépissé qui suit peut être définitif ou peut être un rejet pur et simple. Et nous sommes dans cette hypothèse. La vraie question, c'est de savoir ce qui fonde le rejet. Nous n'irons pas dire qu'il y a un avantage irréversiblement acquis, mais il y a un problème, un vide. Parce que ce qui se présente à votre juridiction à ce niveau, c'est de savoir, c'est de vérifier s'il y a eu les procurations ou pas.
Le requérant affirme que son dossier est complet, c'est-à-dire qu'il y a une liste de procurations qui accompagne ce qui a été déposé. Et l'on lui oppose le fait que ces procurations fassent défaut. Qui dit vrai, qui dit faux? Je n'aurai pas l'outrecuidance de dire que les autorités de la Sénat peuvent prêter flanc au mensonge. Mais là, nous sommes dans une zone de loi où c'est malheureusement la parole du requérant contre celle de l'institution. Et ce qui peut faire la différence entre les deux, c'est évidemment l'usage qu'on peut faire des récépissés, même provisoires. Le récépissé provisoire, Monsieur le Président, Monsieur, Madame de la Cour, présume, postule que le dossier a été rendu complet. C'est ce qu'indique ce récépissé qui ne peut être remis en cause que sur la base d'irrégularité de fond que sanctionnerait le refus de délivrance d'un récépissé définitif. Mais ce récépissé provisoire présume presque de manière irréfragable que les pièces étaient au complet et donc que les procurations ont été jointes au dossier de sorte qu'il n'y a plus à revenir là-dessus. Et que si, pour refuser la délivrance du récépissé définitif, la Sénat, qui est parfaitement dans son rôle, voudrait remettre en cause cette attestation presque irréfragable, eh bien, le requérant serait en droit de lui opposer les conséquences à tirer de ce récépissé provisoire. Je crois, Monsieur le Président, que ce n'est que sur des irrégularités de fond, comme M. Ayadi l'a rappelé, déclarations non signées, non mal rédigées, etc., que la Sénat peut venir quereller sa première décision qui consiste à dire que le dossier a été rendu complet. Donc, le parti Moël demande à votre cour, qui est parfaitement dans ses aptitudes, de constater que la Sénat a constaté que le dossier a été remis complet et que le parti Moël ne peut plus souffrir du grief de l'absence de ces documents. Ce premier point auquel M. le commissaire n'a pas répondu et donc a laissé la porte ouverte, peut-être à l'imagination mais aussi au droit, vous met en possibilité, M. le Président, de présumer le parti Moël de bonne foi et de constater que, effectivement, la Sénat, qui est parfaitement dans son rôle, ne saurait se dédire par le refus de délivrance du récépissé définitif, fondé uniquement sur l'incomplétude du dossier, dont le contraire avait pourtant été constaté par la délivrance du récépissé provisoire, qui, je le rappelle, M. le Président, n'a pas été délivré à tous les partis qui se sont présentés. Ça veut dire que cette étape est une étape sélective, une sélection définitive à la complétude et ne laisse la porte ouverte que pour la sanction des irrégularités de fond. Tel ne fut pas le cas de Mohamed Bénin, et donc je prie votre cour de considérer que la Sénat a méconnu ses prérogatives, ou a méconnu les textes applicables en se basant sur l'absence de procuration pour écarter le parti Moël de l'éligibilité. La loi à l'article 46 dit et oblige la Sénat, lorsque elle reçoit les dossiers, l'oblige à délivrer immédiatement, ça veut dire séance tenante, un récépissé provisoire. La Sénat, à ce moment-là, se contente simplement à un exercice superficiel qui consiste à vérifier si les pièces indiquées, les pièces énumérées sont dans le dossier de déclaration de candidature. La Sénat n'a jamais dit, Monsieur le Président, que le parti Moël n'a pas déposé de mandat. Ce d'autant que l'argumentaire de la Sénat qui a amené à dire qu'il n'y a pas procuration s'est fondé sur le mandat déposé par Moël. Et vous constaterez, Monsieur le Président, Monsieur et Madame de la Cour, que le parti Moël n'a jamais dit que le mandat qu'il a déposé est conforme à l'article 268. C'est pour ça que je vous prie de donner et de faire droit entièrement et totalement au rapport du rapporteur. Permettez cette tautologie. Premièrement parce que ce sur quoi se fonde le parti Moël
C'est un récépissé provisoire qui, par définition, est temporaire et précaire. C'est le récépissé définitif, délivré après l'analyse du dossier, l'étude du dossier, l'étude de la recevabilité, de la conformité du dossier qui prévaut. Et que donne cette étude? Ça dit, Monsieur le Président, que les dispositions de l'article 268 n'ont pas été respectées. Que nous indique l'article 268? Que la déclaration de candidature doit être signée de tous les candidats. Lorsqu'elle n'est pas signée de tous les candidats, ceux qui ne l'ont pas signée doivent donner procuration au mandataire. Il ne s'agit même pas d'une procuration simple. Il s'agit d'une procuration faite devant les autorités compétentes pour faire plus simple d'une procuration légalisée. Moël ne nous apporte la preuve du contraire. Moël ne nous dit qu'elle a satisfait à cette obligation-là. Lorsque vous ne satisfaisez pas à cette obligation, ce que vous aviez présenté et que vous intitulez mandat, la Sénat considère que ce n'est pas un mandat et que cela ne peut pas prévaloir. C'est pour ça que la Sénat vous dit, Moël, que le dossier que vous lui avez présenté ne comporte pas de procuration, parce que ce que vous aviez fait doublement contrevient aux dispositions de l'article 268 du Code électoral. Deuxièmement, Monsieur le Président, Moël vous dit, certes il y a des doublons, mais ce sont mes militants, ou qu'il faille sanctionner les 3 militants-là. Sanctionnez-les, Monsieur le Président. Sanctionnez-les, messieurs de la Cour. Parce que si vous les sanctionnez et que vous les retirez de la liste du Moël, Moël ne respectera plus l'article 240 du Code qui dit qu'il faut 83 candidats. Sanctionnez-les. On ne vous demande rien d'autre. Et même vous disent qu'il faut sanctionner leurs militants. Donc, retirez leur candidature, retirez-les. À ce moment-là, il ne suffira pas. Mieux, Monsieur le Président, parce que ce moyen m'est venu à l'instant. Il y a 2 autres moyens. Mieux, Monsieur le Président, on vous dit qu'à supposer même que la loi est prévue, qu'il ne faille pas être sur 2 mandats, la loi n'a prévu aucune sanction. Donc, la Sénat ne pouvait sanctionner parce que la loi ne l'a pas prévu. Premièrement, Monsieur le Président, il y a la disposition des articles 14, 15, 16, 46 qui disent que la Sénat apprécie, étudie la conformité et la recevabilité. Ça veut dire quoi? Que la Sénat a toute compétence, toute prérogative pour décider lorsque la déclaration de candidature qui lui est soumise n'est pas conforme à la loi. Or ici, et on vous l'a fort et Lokama dit, il s'agit d'une injonction légale. Vous ne devez pas être sur 2 listes. Mieux, Monsieur le Président, l'article 267 nous dit, et le rapporteur l'a si bien rappelé, nous dit que vous devez faire une déclaration sur l'honneur pour dire « je ne suis que sur une seule liste ». Ces messieurs ont fait une déclaration sur l'honneur, on dit qu'ils ne sont pas sur une seule liste, alors même qu'ils sont sur 2 listes. Vous avez violé la déclaration sur l'honneur que vous-même vous aviez faite par écrit. Donc vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, ne pas faire droit. Et pour cela, Monsieur le Président, je vous prie de faire entièrement et totalement droit au rapport du rapporteur. En ce qui concerne les candidats qui ont été présentés par le PRD, qui lui en revanche a des procurations, Moël Bénin n'a pas de procuration. Premier constat pour lequel je souhaiterais un donner, notamment sortant de la bouche de la Sénat, et qui est donc une confirmation de l'absence de procuration sur ce point de vue. Deuxième observation, le PRD n'a pas de contentieux avec Moël Bénin. Aucun contentieux, nous n'avons rien contre le Moël Bénin. Donc nous ne comprenons pas pourquoi on vient faire état ici, devant vous, de conversations personnelles et amicales ayant échangé, 2 individus ayant échangé par WhatsApp, qu'on vienne en faire état ici pour dire que le PRD aurait tenté de démarcher le parti Moël Bénin pour avoir des candidats pour faire du remplissage. En tout état de cause, le PRD que je représente n'a donné mandat à qui que ce soit pour négocier ou démarcher qui que ce soit, en quelque circonstance que ce soit, pour quelque candidature. Voilà ce que j'avais à dire de ce point de vue, les 2 observations que le PRD avait à faire. Je vous prie respectueusement de bien vouloir nous en donner. Suite à son congrès constitutif du 23 mars 2018 et des diverses diligences accomplies,
Le ministre en charge de l'Intérieur lui a délivré par une correspondance du 19 novembre 2018 le récépissé de déclaration de constitution de parti politique avec invitation à se conformer au plus tard du 17 mars 2019 à l'article 56 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Réuni en congrès extraordinaire le 15 décembre 2018, le parti a pris la décision de s'y conformer et a adressé au ministre en charge de l'Intérieur la déclaration administrative de mise en conformité. Suite à une première décision de non-conformité, le parti a satisfait aux observations relevées par le ministre de l'Intérieur et a été surpris de recevoir le 21 février 2019, jour de l'ouverture des dépôts de candidature à la Sénat, une correspondance lui notifiant une fois encore et de façon définitive la non-conformité de son dossier à la charte des partis politiques sous prétexte, entre autres, de ce que la décision du Congrès de porter le nombre de membres fondateurs à 15 est contraire à l'article 8 des statuts du parti, selon lequel le nombre de membres fondateurs ne peut être modifié durant la vie du parti, et de ce que, en violation de l'article 13 alinéa 1-4 de la charte des partis politiques, M. Sébastien Adiavon est président d'honneur du parti alors qu'il est condamné à une peine infamante. Le ministre de l'Intérieur leur a spécifiquement signalé que la mise en conformité exigée par l'article 56 alinéa 2 de la charte des partis politiques aux partis politiques existants s'entendrait en ce qui concerne le nombre de membres de la justification par cette partie de 15 au moins par commune. Le parti USL soutient par ailleurs que le ministre de l'Intérieur, dont la Cour a fait un véritable organe dans le processus d'organisation des élections législatives par sa décision EL 19001 du 1er février 2019 et qui lui-même est chef de parti politique et candidat aux élections, ne peut respecter les critères d'indépendance, de neutralité et d'impartialité attendus de tels organes. Que la décision de la Cour est constitutive de réformes substantielles introduites dans le processus électoral, contrairement aux traités régulièrement ratifiés par le Bénin, notamment l'article 2-1 du protocole A-SP1-12-01, que la charte des partis politiques n'a pas prévu que le ministre de l'Intérieur délivre au terme de ces investigations un certificat de conformité, mais plutôt un récépissé provisoire aux mandataires des partis politiques concernés. Que tant la décision de la Cour constitutionnelle que le communiqué de la Sénat et même le certificat de conformité s'inscrivent en dehors des procédures exigées par la Constitution et notamment son article 98. Le parti US développe également que la Sénat viole le principe de l'état de droit qui suppose une législation stable que l'on ne puisse modifier arbitrairement et d'une manière imprévisible et qui permette à l'individu de prévoir et de préparer son activité future et le droit pour lui de participer directement et librement aux affaires publiques de son pays. Il résulte en effet du pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 25 que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs, d'accélérer dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2011, conduirait aux mêmes fins et conclut que la restriction en cause n'est ni légale, ni raisonnable, ni légitime, ni nécessaire à la stabilisation de l'ordre démocratique, que le certificat de conformité ne pouvait être exigé des partis qu'après le 17 mars 2019, que la décision de la Sénat portant rejet de sa déclaration de candidature a violé son droit de participer directement et librement aux affaires publiques de son pays et qu'elle doit être déclarée nulle et non avenue. Il convient en conséquence de valider sa liste de candidature et l'autoriser à participer aux élections législatives
du 28 mars 2019. La Sénat, assistée de Maître Charles Badou, avocat, expose en réplique qu'en rendant la décision querellée, elle s'est contentée de se conformer à la décision numéro EL 19-001 rendue le 1er février 2019 par la Cour constitutionnelle qui s'impose à elle en vertu de l'article 124 de la Constitution. Elle soutient qu'il résulte de cette décision que tout parti qui envisage de présenter des candidats aux élections législatives doit produire un certificat de conformité aux dispositions de la Charte des partis politiques, que la déclaration de candidature du parti USL qui n'a pas produit le dit certificat a été rejetée et qu'en conséquence, elle n'a violé aucune disposition légale. Décision EL 19-006 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Ayadi Jacques, demeurant à Cotonou, saisit la haute juridiction pour déclarer contraire à la Constitution la décision 024/Sénat/PT du 5 mars 2019 portant rejet de la déclaration de candidature du parti Moël Bénin aux élections législatives du 28 avril 2019. Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Rigobert Azon en son rapport, le requérant et les parties en leurs observations à l'audience de ce jour. Après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose que par décision numéro 024/Sénat du 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome lui a notifié le rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019, au motif que celle-ci ne comporte pas de procuration et que les dénommés Amani Biliaminu, Borga Yoto et Kialou Wanrado, candidats sur sa liste, se retrouvent aussi sur celle du Parti du Renouveau démocratique, qu'il affirme que le 26 février 2019, le parti Moël Bénin a déposé dans les délais légaux sa déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome et qu'en sa qualité de mandataire du parti, il a comparu séance tenante devant la Sénat pour la vérification conjointe par celle-ci et par lui-même de la complétude du dossier de candidature, qu'à l'issue de laquelle un récépissé provisoire de déclaration portant dossier complet de candidature lui a été délivré, qui soutient d'une part que lors des vérifications de la déclaration de candidature, la Sénat a bel et bien noté la présence des procurations sans lesquelles elle n'aurait pas délivré le récépissé provisoire estampillé dossier complet, et d'autre part que les responsables du parti Moël Bénin ne peuvent mettre en doute la bonne volonté manifestée par les personnes dont il a présenté la candidature, qui sont membres des coordinations du parti dans la 4e circonscription électorale et dont les noms se retrouvent sur la liste du PRD. Que selon lui, même si l'article 241 du Code électoral a prévu que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, la Sénat ne devrait pas rejeter la déclaration de candidature de son parti, qu'elle devrait se conformer à l'esprit de l'article 270 du Code électoral, dont les dispositions permettraient de comprendre le sens à donner à l'article 46, alinéa 4, qui soutient en outre que le PRD a bénéficié de la part de la Sénat d'un traitement de faveur qui lui a permis d'accéder aux documents en principe classés confidentiels. Considérant qu'en réponse, le représentant du PRD relève que le caractère confidentiel est attaché aux délibérations de la Sénat et non aux documents préparatoires, et que la haute juridiction n'est pas saisie de l'appréciation de l'origine de ces pièces. Considérant que la Sénat, par l'organe de son représentant, affirme que l'argument du parti Moël Bénin, selon lequel son dossier de déclaration de candidature
contient des procurations requises ne peut guère prospérer, car le récépissé provisoire est délivré de façon précaire pour constater simplement le dépôt et le contenu du dossier de déclaration de candidature. Que lors de l'étude de recevabilité et de conformité de la déclaration de candidature du parti, il s'est avéré que le mandat produit par celui-ci ne réunit pas les conditions fixées par l'article 268 du Code électoral, que le mandat délivré à M. Jacques Ayadi n'est seulement signé que de M. Séfis Béo Aguiar et aucun des candidats n'a signé ce mandat ni produit des procurations individuelles. Sur la déclaration de candidature, vu l'article 46 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin, considérant qu'en disposant à l'article 46 alinéa 3 de la loi visée que, citation, un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant, fin de citation, le législateur institue à la charge de la Sénat un examen de la complétude formelle du dossier de déclaration de la candidature prévu à l'article 46 alinéa 1er du Code électoral. Que cet examen de la complétude formelle consiste de la part de la Sénat à vérifier les mentions exigées par la loi ainsi que les pièces qui accompagnent la déclaration telles que prescrit ce texte. Considérant qu'en outre, en disposant à l'article 46 alinéa 5 de la même loi que le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature, le législateur institue à la charge de la Sénat un examen de complétude substantielle qui consiste, de la part de la Sénat, à se prononcer sur la recevabilité de chaque pièce. Que cet examen de la complétude substantielle qui est sanctionné par la recevabilité de la candidature n'est pas contraire à celui de la complétude formelle et ne remet pas en cause le récépissé provisoire. Considérant en l'espèce que si le récépissé provisoire de déclaration de candidature établi le 26 février 2019 par la Sénat au parti Moël Bénin mentionne la présence au dossier de ce parti, citation, d'une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative à défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, fin de citation, il est apparu lors de l'examen de la complétude substantielle que cette pièce ne réunit pas les conditions exigées par la loi, que le grief allégué contre la Sénat n'est donc pas fondé et le moyen de ce chef doit être rejeté. Sur la présence de candidature du parti Moël Bénin sur la liste présentée par le PRD, vu les articles 46 alinéa 4 et 241 alinéa 3 du Code électoral, considérant que suivant les termes de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, qu'il s'ensuit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cours invalidation. Considérant que si, à l'étape de l'examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, la Sénat établit qu'une personne est candidate sur plus d'une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet. Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 6 du Code électoral qui dispose que aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom, aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste, fin de citation, la Sénat ne peut autoriser que la liste a posteriori incomplète soit corrigée et doit donc la rejeter. Considérant en l'espèce que le parti Moël Bénin ne nie pas que les dénommés Amani Biliaminu, Barago Yoto et Kialou Wanrado figurent sur la liste du PRD, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique, à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction, qu'il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste auquel se réfère l'article 241 alinéa 3, sanctionné par application
de l'article 46, alinéas 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes, qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les textes visés. Décide, article 1er, la décision 024/Sénat/PT/VP/SEP/SP du 5 mars 2019 n'est pas contraire à la Constitution. Nous évoquons le dossier du recours 0551/109/REC-19, dont le requérant est Union sociale libérale contre la Sénat. Décision. Décision EL 19007 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, par laquelle le parti politique Union sociale libérale, ayant son siège au quartier Haïbatin, Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité contre la décision numéro 025/Sénat/PT/VP/CB/SEP/SP du 5 mars 2019 de la Sénat portant rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019, vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Razaki Amounda Issifou en son rapport, le requérant en ses observations. Considérant que l'Union sociale libérale expose par l'organe de son délégué général, assisté de Maître Issiaka Moustapha, avocat, que l'inconstitutionnalité de la décision de la Sénat doit être prononcée pour violation du préambule et des articles 35 et 98 de la Constitution, de l'article 2.1 du protocole A, SP1 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, de l'article 13-1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il développe que suite à son congrès constitutif du 23 mars 2018 et des diverses diligences accomplies, le ministre en charge de l'Intérieur lui a délivré, par une correspondance du 19 novembre 2018, le récépissé de déclaration de constitution de parti politique, avec invitation à se conformer au plus tard le 17 mars 2019 à l'article 56 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Que réuni en congrès extraordinaire le 15 décembre 2018, le parti a pris la décision de s'y conformer et a adressé au ministre en charge de l'Intérieur la déclaration administrative de mise en conformité. Que suite à une première décision de non-conformité, le parti a satisfait aux observations relevées par le ministre chargé de l'Intérieur et a été surpris de recevoir, le 21 février 2019, jour de l'ouverture des dépôts de candidature à la Sénat, une correspondance lui notifiant une fois encore et de façon définitive la non-conformité de son dossier à la charte des partis politiques, au motif, entre autres, de ce que la décision du Congrès de porter le nombre de membres fondateurs à 15 est contraire à l'article 8 des statuts du parti, selon lequel le nombre de membres fondateurs ne peut être modifié durant la vie du parti et de ce que, en violation de l'article 13, alinéa 1-4 de la charte des partis politiques, M. Sébastien Ajavon est président d'honneur du parti alors qu'il est condamné à une peine infamante. Que le ministre chargé de l'Intérieur leur a spécifiquement signalé que la mise en conformité exigée par l'article 56 alinéa 2 de la charte des partis politiques aux partis politiques existants s'entendrait en ce qui concerne le nombre de membres de la justification par ces partis de 15 au moins par commune. Considérant que le parti USL soutient par ailleurs que le ministre chargé de l'Intérieur, dont la Cour a fait un véritable organe dans le processus d'organisation des élections législatives, par sa décision EL 19001 du 1er février 2019, et qui lui-même est chef de parti politique et candidat aux élections, ne peut respecter les critères d'indépendance, de neutralité et d'impartialité attendus de tels organes,
que la décision de la Cour est constitutive de réformes substantielles introduites dans le processus électoral, contrairement aux traités régulièrement ratifiés par le Bénin, notamment l'article 2-1 du protocole ASP 1-12-01, que la charte des partis politiques n'a pas prévu que le ministre chargé de l'Intérieur délivre au terme de ces investigations un certificat de conformité, mais plutôt un récépissé provisoire aux mandataires des partis politiques concernés, que dans la décision de la Cour constitutionnelle, que le communiqué de la Sénat et même le certificat de conformité s'inscrivent en dehors des procédures exigées par la Constitution et notamment son article 98. Considérant qu'au terme de l'article 124, alinéas 2 et 3 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Considérant que dans sa décision EL 19001 du 1er février 2019, la Cour a décidé que l'article 56 alinéa 2 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, selon lequel les partis politiques dûment enregistrés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique, ne constitue pas un cas de force majeure, que combiné avec l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, suivant lequel aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après le dépôt, sauf en cas de force majeure. Le report de date ne peut être fait qu'après le dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste. Son article 50 selon lequel tout report de date des élections est interdit. En cas de force majeure, le report de la date ne peut être fait qu'après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l'élection concernée et sur décision de la juridiction compétente, implique que si tout parti politique dûment enregistré avant la promulgation de la dite loi a jusqu'au 16 mars 2019 à minuit pour accomplir les formalités de mise en conformité, ceux qui envisagent de présenter des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale aux élections législatives du 28 avril 2019 doivent, pour être conformes au code électoral, avoir accompli cette mise en conformité à la date fixée pour le dépôt de la liste des candidats par la production d'un certificat de conformité aux dispositions de la charte des partis politiques délivré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Que cette décision, conformément à l'article 124 de la Constitution, s'impose à tous. Qu'en rendant sa décision numéro 025, Sénat, PT, UP, CB, SEP, SP, du 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome s'est conformée à la décision de la Cour et n'a de ce fait violé aucune disposition de la Constitution. Décide. La décision 025, Sénat, PT, VP, CB, SEP, SP, rendue par la Sénat le 5 mars 2019, n'est pas contraire à la Constitution. Décision EL 19008 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Adrien Roumbédi, président du Parti du Renouveau démocratique, assisté de Maître Mauril Monou, a sollicité l'annulation d'une part du récépissé définitif délivré par la Commission électorale nationale autonome à l'Union progressiste et au Bloc républicain, et d'autre part de la décision de rejet de la déclaration des candidatures de son parti. Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la charte des partis politiques, la loi portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Sylvain Nouati en son rapport, le requérant et les partis en leurs observations. Considérant que Mme Cécile Marie-Josée de Dravos-Zindokwe, conseiller, s'est abstenue lors de l'examen du présent recours, que cette abstention est recevable. Considérant que le requérant expose que la Commission électorale nationale autonome a délivré des récépissés en date du 5 mars 2019 aux partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain,
les autorisant à prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, alors que dans le même temps, elle a rejeté la déclaration de candidature de son parti, le PRD. Que les motifs qui ont fondé la décision de rejet de la candidature du PRD par la Sénat sont la non-légalisation du certificat de nationalité de M. Charlemagne Roffo, le manque de concordance entre les noms des candidats Salvador Aclasato et Dominique Toinso mentionnés sur la carte d'électeur produite, le fait que le certificat de nationalité retrouvé dans le dossier de M. Billy Aminou Amani appartient plutôt à M. Boni Nassirou Meyaki, le fait que le certificat de nationalité qui figure au dossier de M. Benoupo Didossi appartient plutôt à M. Belmus A.Didossi, et enfin la présence des candidats Billy Aminou Amani, Yolo Baroga et Wanrado Kialou à la fois sur la liste de candidature du PRD et sur celle du parti Mouel Bénin. Considérant que le requérant conteste aussi bien la décision de la Sénat qu'il exclut de la participation aux élections législatives du 28 avril 2019 que la délivrance de récépissés définitifs au parti Union progressiste et au Bloc républicain, admis de ce fait à prendre part aux dites élections. Que M. Adrien Humbedi soutient que les représentants du parti Union progressiste ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la Sénat aux fins de compléter, après l'heure de clôture, les dossiers par eux présentés. Que cependant, ce traitement de faveur qui rompt l'égalité entre les candidats n'a pas permis à l'Union progressiste d'être en règle, puisqu'il a été constaté que la déclaration de candidature qu'elle a déposée, citation, ne comporte aucune date et ne mentionne ni le nom de ce parti, ni le logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins, fin de citation. Qu'en dépit de cela, un récépissé provisoire déclarant son dossier complet lui a été délivré, que plusieurs jours après, et alors que s'achevait l'examen de recevabilité et de conformité du dernier dossier, le logo du Bloc républicain a été, citation, opportunément retrouvé, fin de citation, dans une chemise dossier portant la mention logo UP par un agent de la Sénat qui avait pris part au dépouillement des dossiers de candidature et a été simplement rangé au dossier de l'Union progressiste comme s'il y avait toujours été. Que par ailleurs, la déclaration de candidature de l'Union progressiste est signée par M. Éric Sangan, qui n'a pas été en mesure de produire le mandat que le représentant légal de l'Union progressiste lui aurait donné. Considérant que le PRD soutient en outre qu'au moins 2 procurations font défaut au dossier de l'Union progressiste, dans la mesure où il est apparu lors de l'examen de la recevabilité et de la conformité des dossiers que la procuration signée du candidat Aristide Nyansounou ne porte le nom d'aucun mandataire et que celle produite pour la candidature de M. Abdul Razak Fefefe ne porte aucune signature. Que par ailleurs, M. Augustin Aronvoy-Bla, qui, tout comme M. Badirou Aguemon, n'a pas démissionné du PRD et perçoit toujours les indemnités parlementaires en qualité de président du groupe parlementaire PRD, figurent tous sur la liste de candidature de l'Union progressiste en violation de l'article 11 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Qu'en ce qui concerne le Bloc républicain, il est reproché à M. Jean-Michel Abimbola d'avoir signé la déclaration de candidature sans avoir reçu mandat du représentant légal, la lettre par laquelle M. Abdoulaye Biotchane, Robert Bihan et lui-même l'ont désigné pour accomplir les formalités au niveau de la Sénat ne valant pas procuration. Que la déclaration sur l'honneur du candidat Romaric Ogouale n'est pas signée, que pour toutes ces raisons, le récépissé définitif délivré au Bloc républicain par la Sénat l'a été en violation des articles 46, 267, 268 et 269 du Code électoral. Considérant que s'agissant du rejet de la déclaration de candidature du PRD, son président fait valoir que l'un des motifs de ce rejet, à savoir le défaut de carte d'électeur des candidats Salvador Aclasator et Benoupo Didossi, n'est pas fondé, puisque l'exigence de production de cette carte ne résulte d'aucune prescription légale, le Code électoral disposant seulement, en son article 44, que nul ne peut être candidat s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. Que dès lors, il appartenait à la Sénat
de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée si ces candidats s'y sont inscrits, qu'il conteste également le motif de rejet de sa liste de candidature tenant au défaut de production de la copie légalisée du certificat de nationalité pour un candidat et du défaut de certificat de nationalité pour un autre, alors d'une part que la loi n'exige pas la légalisation du certificat de nationalité, d'autre part que le certificat de nationalité a bien été reçu par la Sénat qui a délivré un récépissé provisoire estampillé dossier complet. Qu'en dernier lieu, le PRD s'oppose au rejet de sa déclaration de candidature, au motif que les candidats du parti Moël Bénin, n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 268 du Code électoral, il faut en déduire que ce parti n'a pas de candidat et que la Sénat ne saurait donc fonder sa décision de rejet sur la présence des mêmes candidats sur les deux listes. Considérant qu'en réponse, la Commission électorale nationale autonome, représentée par M. Ada Fayon Richard Degbeko, assisté de M. Charles Badou, avocat, observe que les allégations du PRD pour soutenir la rupture de l'égalité de traitement des candidats lors de l'examen par la Sénat des dossiers de candidature présentés sont dépourvus de preuves, que pour n'être que de simples photocopies, les documents produits par ce parti sont inopposables tant au parti qu'à la Cour, qu'il précise que la seule pièce officielle à même de faire état d'éventuelles irrégularités dans l'examen des dossiers de candidature est le compte rendu de séance adopté par la plénière de la Sénat, qui ne ressort cependant pas de l'examen de cette pièce une quelconque mention relative aux irrégularités entachant la validité des dossiers de candidature présentés par les partis Union progressiste et Bloc républicain, qui conclut au rejet des demandes du PRD. Considérant de son côté que le parti Union progressiste, représenté par M. Abraham Zizinokwe, assisté de M. Gabriel Romain Guy Dossou et Philbert Béanzin, fait tenir à la Cour les récépissés provisoires et définitifs qui lui ont été délivrés par la Sénat pour attester de la validité du dossier de candidature présenté par le parti, que de telles pièces n'auraient pu être délivrées par la Sénat si le dossier présenté était irrégulier. Considérant que par ailleurs, le parti Bloc républicain, représenté par M. Jean-Michel Abimbola, assisté de M. Alain Orunla, avocat, soulève le rejet de la demande du PRD portant sur la rupture de l'égalité de traitement des candidats au motif que l'article 47, qui est le siège du recours exercé par le PRD, confine celui-ci à n'exposer que des griefs portant sur la décision de rejet de sa candidature et ne l'autorise nullement à formuler d'autres griefs en dehors de cet objet, que sur les reproches faits à la candidature présentée par le parti Bloc républicain, il soulève l'absence de preuves des allégations du PRD et demande à la Cour de les écarter purement et simplement. Vu les articles 26 de la Constitution, 44, 47, 241 alinéa 3 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sur la demande d'annulation des récépissés définitifs délivrés à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Considérant que si l'article 47 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral autorise un recours devant la Cour constitutionnelle en cas de rejet d'une candidature, il résulte de cette disposition que ce recours doit porter sur les motifs de rejet de la candidature, que cette disposition limite le requérant à porter le recours contre la décision de rejet de sa candidature, qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le PRD ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constituent un catalogue d'allégations au sujet de la manière dont la Sénat a procédé à l'examen de recevabilité et de conformité des déclarations de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et ne permettent en conséquence pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à l'égalité protégé par l'article 26 de la Constitution, que le principe de la liberté de la preuve s'entend des preuves légales et licites, qu'en l'absence des preuves réunissant les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer, que le moyen fondé sur un traitement de faveur au profit de l'Union progressiste et du Bloc républicain ne saurait être admis, que le détail qui a caractérisé les informations exposées par le requérant contre l'Union progressiste et le Bloc républicain et qui ne peut être détenu que par une personne qui a pris part aux décisions de la Sénat
sur la recevabilité et la conformité des déclarations de candidature, ou à tout le moins a été impliqué dans le processus de l'examen de recevabilité ou de conformité, sujet que le PRD a bénéficié d'informations qui résultent d'une violation de la confidentialité des délibérations, que de telles informations ou allégations qui n'établissent pas que le PRD a bénéficié d'un traitement de faveur par l'accès à des informations en principe confidentielles que le représentant de la Sénat a déclaré ne lui avoir pas communiqué et qui ne concernent pas sa propre déclaration de candidature mais celle d'autres partis, que ces informations ne figurent en tout cas pas au compte rendu des délibérations de la Sénat des 3, 4 et 5 mars 2019 produits au dossier. Considérant qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la déclaration de candidature du Bloc républicain a été signée à tort, sans procuration, par M. Jean-Michel Abimbola, il convient de souligner que celui-ci fait partie des 3 dirigeants légaux du Bloc républicain et n'a donc pas besoin d'une telle procuration. Considérant que s'agissant du cas de M. Augustin Aronvoy-Blas et Badirou Aguemon, que le PRD considère comme ses membres et qui figurent sur la liste de candidature de l'Union progressiste, si la question a son siège à l'article 11, alinéa 2 de la Charte des partis politiques qui dispose que nul ne peut être membre de plus d'un parti, elle est réglée par les juridictions compétentes au titre de cette loi et excède par conséquent la compétence de la Sénat et de la Cour constitutionnelle en matière électorale. Que cette question n'est pas à confondre avec celle de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui dispose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dont l'application relève de la Sénat et le contentieux de la Cour constitutionnelle, que la haute juridiction ne saurait connaître de la double appartenance aux partis politiques des intéressés. Sur le rejet de la déclaration de candidature du PRD, vu les articles 44, 46, alinéa 4 et 241, alinéa 3 du Code électoral, considérant que le PRD est de ce que la Sénat n'est pas fondée à rejeter sa liste de candidature pour défaut de production de carte d'électeur, aucun test ne prescrivant cette production, qu'il résulte de l'article 44 du Code électoral que nul ne peut être candidat s'il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur, que contrairement aux allégations du PRD, ce n'est pas à la Sénat de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée que le candidat est électeur pour s'y être inscrit, mais au requérant d'apporter cette preuve, car il est de principe qu'il revient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que 3 des candidats de la liste PRD figurent également sur la liste de Moël Bénin en violation des dispositions de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui interdit d'être candidat sur plus d'une liste, que cette violation a été sanctionnée à juste titre par la Sénat, qui n'a pas à se préoccuper de l'appartenance ou non d'un candidat à un parti plutôt qu'à un autre, que suivant les termes de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, qu'il s'ensuit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cours invalidation, que si à l'étape de l'examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, la Sénat établit qu'une personne est candidate sur plus d'une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet. Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 6 du Code électoral, qui dispose qu'aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste, la Sénat ne peut autoriser que la liste a posteriori incomplète soit corrigée et doit la rejeter. Considérant en l'espèce que le Parti du Renouveau démocratique ne nie pas que les dénommés Amani, Bilia, Minou, Barago Yoto, Kialou, Wanrado figurent sur la liste de Moël Bénin, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction. Il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste de l'article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet
de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les textes visés. Décide. Il n'y a pas violation de l'article 26 de la Constitution. Article 2. La décision numéro 022 Sénat, PT, VP du 5 mars 2019 et les récépissés définitifs numéro 0124 Sénat en date du 5 mars 2019 et numéro 0125 Sénat en date du 5 mars 2019 ne sont pas contraires au code électoral. L'audience est levée.